Donc c'est parti, on va travailler en ce début d'après-midi sur 2 cas concrets de ce qui a été fait. Normalement, je pense que les PowerPoints sont prêts, donc je vais appeler à nous rejoindre sur scène Jean-Christophe Grossi, qui est délégué au commerce et à l'artisanat. Que nous avons brillamment entendu ce matin. Suivi et développement du centre-ville, accompagné de Renaud Sorla-Reguin, qui est directeur de la réhabilitation urbaine SPLA Pays d'Aix Territoire. Ça, c'est la partie Aix-en-Provence, à laquelle on va associer Frédéric Marquet, qui est membre du bureau du club des managers et qui est manager, comme vous l'avez compris, à Mulhouse. Donc on a nos 2 présentations de Calais. Jean-Luc, je te laisse reprendre la main. Eh bien, donc, je vais me tourner vers Aix-en-Provence, vers le soleil, et vers une ville qui avait un centre-ville qui devenait petit par rapport à sa zone de chalandise et qui a su le redynamiser. Alors, racontez-nous comment vous faites pour faire un centre-ville dynamique, attractif et capable d'attirer une zone de chalandise qui est en pleine expansion. Vous essayez de ne pas dépasser 12 minutes. Vous avez une semaine? Parce que là, avec tout ce qu'on fait sur Aix-en-Provence, on a besoin d'une semaine. On pourrait faire 12 heures. Voilà. Non, sans plaisanter, en tout cas, d'abord, je voudrais remercier le président de nous avoir invités. Parce qu'à l'origine, nous devions faire les assises nationales des managers de centre-ville en province, à Aix-en-Provence. Et ça a été, suite aux événements de novembre dernier, ça a été annulé, reporté dans un premier temps. Et puis après, suite à l'état d'urgence, ça a été annulé. Donc on aurait aimé vous accueillir sous le soleil. Ça aurait été très volontiers, mais ça n'a pas pu se faire. Au niveau des actions, je vais laisser Renaud Sorla-Reguin un petit peu montrer ce qu'on fait au niveau du commerce individuel, parce qu'on a bien entendu, on a compris que le commerce était une alchimie difficile, hein, et qu'on avait besoin d'un tout, hein, du commerce de proximité, des magasins de chaîne, mais de manière, comment dirais-je, pas épisodique, mais presque. Voilà. L'équilibre, c'est le volet le plus important. Avec quand même un focus sur nos commerces de proximité, sur leur savoir-faire et leur spécificité. Donc vous allez voir quelques exemples qui ont été choisis chez nos commerçants aixois, avec des particularités diverses et variées. Merci. Allez-y, cher ami. Donc, on ne va pas s'attarder sur la politique urbaine, les actions initiées par la ville, bien qu'on l'aurait fait avec plaisir, mais on n'aura pas le temps. Voilà, donc on va se concentrer sur le commerce et les cas de nouveaux commerçants que nous avons, portés par des jeunes et puis parfois des moins jeunes, mais qui sont tous relativement créatifs. On en a sélectionné une dizaine pour illustrer ce bouillonnement d'idées dont nous bénéficions à Aix-en-Provence, ville étudiante, ville aussi culturelle, ville touristique. Donc il y a beaucoup c'est un véritable terreau évidemment pour le commerce et la créativité. Donc voilà une dizaine d'exemples assez originaux. Alors le premier, c'est l'Écolave Café, qui est un mélange entre 2 fonctions, la laverie et puis le café. Et donc, ça existe évidemment dans pas mal d'endroits en France, en Europe et aux États-Unis, et je sais même en Australie. C'est d'ailleurs sur une thématique australienne que le gérant a créé celui-ci il y a quelques années à Aix-en-Provence. Donc, bon, rien à dire de plus, si ce n'est qu'il veut le développer et il recherche en centre-ville un deuxième emplacement, tellement ça marche bien. Donc, vous l'avez compris, entre les lignes, c'est un lieu qui mélange à la fois une fonction, faire son linge, et en même temps en profiter pour en faire un moment de plaisir et puis rencontrer ses voisins et puis animer le quartier. Deuxième exemple, un magasin qui intègre un peu de consistance sur le thème du textile avec de la personnalisation aux produits, plutôt que vendre des produits tout faits comme beaucoup. Lui, ce sont des produits qui sont 100% personnalisés, customisés tout de suite, avec des choses qui se font beaucoup par ailleurs, hein, de la sérigraphie, mais là avec une dimension artistique assez forte. Et pour cette ville culturelle et étudiante, c'est relativement pertinent. Troisième exemple, Drôle d'endroit, qui est un restaurant assez caractéristique par son emplacement, qui est vraiment perdu derrière une petite rue qui ne paye pas de mine. On pense qu'il n'y a rien au bout, c'est un cul-de-sac. Et finalement, on y trouve ce restaurant qui a fait un pari.
Il a essayé de défier les grandes règles de l'implantation, puisqu'il n'est pas du tout visible et encore moins sur le flux, mais il n'est pas très loin quand même du flux. Il est derrière la rue Bédaride, c'est juste 10 mètres derrière, et grâce à Internet, il est visible, puisqu'on le sait, Internet ne connaît pas les murs. Donc il suffisait de faire un pari avec un vrai chef, avec une carte sympa, avec des recettes originales, de la qualité, du prix, de l'accueil et tout ce qui va bien, pour qu'au bout de quelques mois, moyennant du buzz, du Facebook et autres, ils deviennent visibles avec une construction de réputation finalement qui est beaucoup plus rapide qu'on a connue il y a quelques années. Je peux me permettre une petite question ? Oui. Est-ce que les gens qui sont autour en profitent ? Alors non, parce qu'il n'y a personne. C'est le seul commerce de cet endroit. Donc j'ai mis comme nom commerce, restaurant caché, puisque encore une fois il défie les règles connues du commerce sur la logique d'implantation et de visibilité. Mais il fait table pleine. C'est un restaurant qui fait un carton. Il est très très bien noté sur les sites Trip, etc. Et donc c'est un exemple très intéressant. Alors il n'est pas forcément sur le digital, la nouveauté, les technologies. Il est sur la restauration traditionnelle avec une très belle déco, somme toute moderne. Mais il est sur un métier traditionnel. C'est juste qu'il a totalement misé sur le buzz offert par les réseaux sociaux à faible coût. Quatrième exemple, là c'est un salon de coiffure qui est sur le thème plutôt du bar à coiffure. Alors la petite différence, c'est qu'il y a les prestations classiques, mais en plus on a des prestations à la carte sur cheveux secs, c'est-à-dire on peut choisir de venir se faire juste une couette à droite ou se faire une houppe devant. Bon, voilà, donc c'est un petit peu comme un catalogue. Ce serait plus facile avec Thibault la couette qu'avec moi. Je vous laisse continuer. Voilà, donc c'est le principe. Et encore, je les ai coupés. Avec une décoration sympathique. Vous voyez, tous ces exemples sont des exemples d'indépendants et souvent portés par des jeunes gens et dans des lieux qui ne sont pas forcément très passants, puisque nous n'aurions pas les moyens, bien évidemment. Cinquième exemple, alors lui est un peu plus connu, puisque c'est le 5e en France, ça s'appelle l'Anticafé. Il y en a 4, je crois, à Paris. C'est un concept qui vient des pays de l'Est. Et le principe, c'est d'offrir un lieu pour travailler ensemble entre collègues de même entreprise ou collègues de réseau ou rencontrer des clients. En fait, c'est un lieu de rencontre plutôt sur le thème du travail, mais dans une atmosphère conviviale, avec tout l'équipement qui permet de travailler connecté, avec la Wi-Fi, l'imprimante et tout ce qui va bien. Voilà, c'est l'Anticafé. On ne paye pas le café au café, mais on paye au temps. Donc on a un badge et on paye 4 € de l'heure. Et si on est 10 personnes, 40 € pour avoir une espèce d'alcôve, de salle de réunion avec le matériel. Là, vous avez Maison Noche. Il y a un jeune créateur qui a créé ce concept de fast-food un peu qualitatif avec des muffins d'un côté ou des hot dogs de l'autre. La recette est la même, mais ça change régulièrement, de semaine en semaine. En revanche, il y a ces deux supports, le muffin ou le pancake, qui reçoivent après tous les ingrédients en fonction de la saisonnalité avec des produits frais. Et donc, c'est un nouveau concept qui fonctionne très bien. Il a été primé l'année dernière. Autre exemple, d'ailleurs détenu par le même créateur d'entreprise, ça s'appelle Rue Piétonne. Ici, c'est un espace de créativité qui est loué, soit pour des événements, soit pour des studios photos, des rencontres, des ateliers éphémères, des séances de brainstorming, etc. Et c'est un lieu très moderne, type loft, comme vous pouvez le voir par les images qui parlent d'elles-mêmes. Ça s'appelle Rue Piétonne. Autre exemple, ici sur un thème totalement différent, c'est le commerce qui gagne aussi en épaisseur, en consistance et en contenu avec la production locale qui est dans le magasin. Donc on croit beaucoup à cette chose-là, puisqu'on est un pays aussi de production, on est un pays de commerçants, mais aussi beaucoup d'artisans. Et donc mélanger les deux au même endroit, sans parler de la mutualisation des coûts, aujourd'hui évidemment c'est toujours très important, mais en tout cas avec un artisan ou un producteur qui raconte une histoire, qui montre le produit, qui crée un espèce de spectacle par la production sous les yeux du client, ça valorise le commerçant, ça lui donne de l'originalité, de l'intérêt, et ça permet de rebooster aussi la visite vers le lieu physique. Ici, c'est une usine touristique, puisque Calisson du Roi-René, donc c'est le leader sur le marché du Calisson, donc pâtisserie, confiserie à la pâte d'amande et au melon, donc que vous connaissez sans doute à Aix-en-Provence. Et cet endroit a été construit avec des aides d'ailleurs de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix. Et c'est à la fois une usine et en même temps un magasin sur lesquels les touristes viennent en masse en bus et puis repartent avec les poches pleines. Petite précision sur le Calisson d'Aix.
à la ville d'Aix-en-Provence, on a dénommé cette gourmandise patrimoine gourmand immatériel de la ville d'Aix-en-Provence, et on est en train de travailler justement sur une IGP du calisson pour éviter qu'on ait des plagiats du calisson à Mexico. Donc on veut protéger notre produit calisson sur notre ville. Je vais vous demander d'accélérer sur Aix pour qu'on puisse... Vous voyez, dès qu'on brille... Tu vois que ça t'arrive à toi aussi. Voilà, donc évidemment on est hors contexte, on n'est pas dans le centre-ville, mais c'est juste un exemple qui témoigne de l'intérêt de mettre ensemble la production et la vente. Et il y avait l'exemple juste en dessous de Rampal, donc c'est sur Salon, c'est pas Aix-en-Provence, mais c'est un peu le même principe, c'est l'usine des savons Rampal, très intéressante. Autre exemple, là par contre en centre-ville, c'est un magasin qui s'appelle la Grande Savonnerie, qui est présent aussi à Marseille, un créateur marseillais. Et dans cette boutique, ils font à la fois de la vente de savon, mais aussi de la personnalisation et des ateliers créatifs pour faire son propre savon avec les clients et clientes. Donc ça marche très bien. Et puis enfin le dernier, la Fabrique à pain. Alors c'est une boulangerie, il y en a beaucoup comme celle-là, où on a compris qu'il fallait fabriquer le produit devant le client, en supprimant tout ce qui était mûr et en mettant de la transparence pour donner de la garantie sur la fraîcheur, la qualité, l'authenticité du produit. Et puis il y met, au-delà de cette transparence, il y met aussi une gamme de recettes de pain traditionnels, comme on le voit sur la photo. Donc c'est un vieux métier, mais qui est remis complètement au goût du jour par rapport aux attentes d'authenticité, de produits de terroir, de transparence et de qualité des consommateurs. Voilà. Un gros merci. Et on voit que si on veut redévelopper le centre-ville, il faut aussi des concepts purement de centre-ville qui donnent un esprit et qui ne connaissent pas de clones dans les centres périphériques. Je te passe la parole pour Mulhouse. Oui, j'aimerais bien, mais je crois que j'ai encore un pépin technique. Alors, je vais me débrouiller. Tu tiens la montre. Vous avez vu, on va remonter le couloir rhodanien et on va continuer jusqu'à Mulhouse. Et là, on a une différence, c'est qu'on a un centre-ville de Mulhouse qui a une périphérie qui n'est pas aussi fortunée qu'à Aix-en-Provence. Mais pourtant, la ville est en train de monter en gamme. Alors, expliquez-nous comment vous faites. Alors, en l'occurrence, la périphérie, contrairement à l'image qu'on a parfois du territoire, est plutôt fortunée, puisque la moyenne des revenus sur la région mulhousienne, sur la zone de chalandise de Mulhouse, est supérieure la moyenne des revenus est supérieure de 27% à la moyenne nationale. Ouais, Par contre, les frontaliers. Avec, bien sûr, avec les frontaliers, sans prendre les habitants de Bâle, voilà, vraiment la zone de chalandise, 420 000 habitants. Je vais me lever, je crois que je ne serai plus... Donc, on peut revenir juste à la dia d'avant. Voilà. Donc, Mulhouse, en quelques chiffres, c'est une ville de plus de 100 000 habitants, une agglomération de 250 000 habitants, une zone de chalandise donc de 420 000 habitants. C'est vrai que la difficulté, elle est là, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat qui, intramuros, c'est une des villes les plus pauvres de France, hein, intramuros, mais par contre, on a une zone de chalandise où le pouvoir d'achat est bien plus élevé. Donc tout l'enjeu, c'est de faire revenir, consommer au centre-ville de Mulhouse, ce public qui habite aujourd'hui en région mulhousienne. Alors il y a un programme qui a été engagé en 2010 sur 6 ans, et c'est, je dirais, le premier facteur clé de succès aujourd'hui de la dynamique du commerce mulhousien. Il est lié à ce projet engagé par le maire de Mulhouse, Jean Rotner. Sur 4 axes en même temps, on a engagé 36 millions d'euros sur 6 ans, donc sur l'habitat, sur les espaces publics, sur les déplacements et sur le commerce. Je vais relativement vite, hein, puisque je vais me plier au challenge de tenir. Nous t'en félicitons. Voilà. Et je me tiens à la disposition de chacun d'entre vous si ensuite il y a des questions. Donc en matière d'habitat, la volonté c'est de monter en gamme, notamment pour attirer aussi ce public de cadres, de familles, et les attirer à nouveau au centre-ville pour en faire des habitants. Donc un gros travail sur l'amélioration de l'habitat, sur l'offre, sur le ravalement des façades, sur la création de logements un peu originaux, comme vous voyez en haut à gauche, un parking en silo qui a été transformé en 32 logements loft. Donc voilà, des programmes originaux pour s'adresser à ce public à meilleur pouvoir d'achat. Un gros travail sur les espaces publics sur ces 6 dernières années, avec des investissements en signalétique piétonne, des investissements en termes d'embellissement, d'abaissement des trottoirs, d'interventions artistiques diverses et variées. Vous voyez quelques chiffres, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur les déplacements, évidemment, avec un lien direct sur l'activité et l'attractivité commerciale, sur les déplacements,
une création de 70 places gratuites, 30 minutes en centre-ville, une tarification des parkings en ouvrage à 2 € les 4 heures tous les jours, toute l'année, toute la semaine, une application SMS pour le paiement du parking en voirie, une application smartphone, iPhone aussi qui a été mise en place, qui fonctionne très bien. Donc un travail en synergie, et ce que je veux mettre là en lumière, c'est de l'importance de s'attaquer à tous les sujets en même temps, et que ce n'est pas qu'en attaquant par l'angle commerce, même si c'est ma responsabilité et uniquement par l'angle commerce, qu'on arrive à un moment à redynamiser un centre-ville. Sur le commerce, il y a eu donc la mise en place du manager du commerce de centre-ville, donc que je suis depuis 5 ans maintenant, avec une mission en 3 parties, une vraie volonté de remettre en place une stratégie à long terme avec les différents acteurs. Donc la première partie de mon travail a été de convaincre la CCI, les élus, les commerçants, les agents immobiliers de s'impliquer dans un programme, on va dire, partagé, des actions et des objectifs qui soient partagés. Un gros travail sur le développement commercial que je vais développer un tout petit peu. Et puis un travail de proximité avec les commerçants, d'être vraiment à la disposition au quotidien de tous leurs petits problèmes aussi, pour essayer de leur permettre à eux de se consacrer totalement à leur métier de commerçant, et qui aujourd'hui est un métier compliqué, donc il faut qu'ils puissent eux aussi y consacrer toute leur énergie. Donc un gros travail de prospection avec à la fois vers les enseignes nationales, à la fois en accompagnant les porteurs de projets indépendants. C'est tout petit là à l'écran, mais c'est fait exprès, c'est juste pour montrer la façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'on a une base aujourd'hui des locaux vacants que je tiens un jour au quotidien, avec les agents immobiliers, avec mes yeux, avec mes oreilles, avec la confiance aujourd'hui qui m'est faite, et les informations que j'arrive à récolter. En face, une base d'enseignes nationales qui est aussi une base très vivante, parce que d'une année à l'autre, en fonction aussi des ouvertures, cette base, elle évolue. Et puis l'accueil de tous les porteurs de projets qui veulent ouvrir aujourd'hui un commerce au centre-ville de Mulhouse, que ce soit un doner kebab ou un magasin de luxe. Pour moi, c'est tout aussi important de les recevoir, parce qu'en termes de management de centre-ville, l'objectif, c'est qu'il y ait des ouvertures, mais des ouvertures qui durent. Et certains projets peuvent aussi être accompagnés pour les faire évoluer, pour faire en sorte qu'ils soient plus qualitatifs, plus différenciants. Aujourd'hui, avec des enseignes nationales, avec des porteurs de projets indépendants, on peut avoir des choses différenciantes. On arrive aujourd'hui à Mulhouse à attirer des enseignes qu'on ne trouve pas dans un rayon, et je parle là d'enseignes nationales, dans un rayon de 100-150 km. En termes de chiffres, aujourd'hui, on est à 354 ouvertures sur ces 5 dernières années, contre 183 fermetures. Donc on a un rythme aujourd'hui de 2 ouvertures pour une fermeture, et on a baissé de 43% les locaux vacants sur cette même période, avec l'arrivée de très belles enseignes comme Emma, le plus grand Emma de France, est aujourd'hui à Mulhouse, 700 mètres carrés en plein centre-ville. H&M Home, aujourd'hui, à ma connaissance, H&M Home, c'est Paris, Annecy et Mulhouse. Des enseignes comme Kiko, comme la Grande Récré qui vient d'ouvrir sur 1000 mètres carrés, Starbucks. On est là aussi une des toutes premières villes de province à avoir un Starbucks sur 300 mètres carrés, et qui a réalisé, on l'a appris au dernier congrès aux Assises nationales du centre-ville, la 3e plus belle ouverture de Starbucks, c'est aujourd'hui Mulhouse. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi des résultats qui sont intéressants en termes de pouvoir d'achat, puisque, par exemple, je vais ne prendre que cet exemple, Pandora aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires plus important à Mulhouse qu'à Strasbourg, qui est pourtant une ville d'une autre dimension. Ça, tu as réussi à le caser. Ah, mais c'est important, c'est important. Repositionner dans l'esprit aussi, dans les esprits, la réalité aujourd'hui sur le centre-ville de Mulhouse. Le facteur clé de succès, c'est la synergie entre tous les acteurs. J'en ai dit un mot tout à l'heure, les associations de commerçants. J'ai la chance d'avoir des associations de commerçants qui sont hyper dynamiques, hyper créatives, avec les vitrines de Mulhouse, le cœur de Mulhouse. Et on arrive aujourd'hui à avoir des animations, des dispositifs très originaux auxquels adhèrent les commerçants. J'en cite qu'un, les Jeudi Week, on a lancé le premier jeudi du mois de juin, où on demande aux commerçants d'ouvrir jusqu'à 20h. Nous, on offre le stationnement au niveau de la ville à partir de 18h. Et chaque client qui va faire un achat entre 18h et 20h dans un commerçant Jeudi Oui reçoit un jeton. Et avec ce jeton, il a un apéritif gratuit offert par les cafetiers restaurateurs. Et alors souvent la question qu'on me pose, c'est mais quel est le montage financier? Il n'y a pas de montage financier. Le commerçant, il fait une heure de plus, ça lui coûte, ça ne va pas être rentable tout de suite, ça lui coûte l'heure de plus. Le cafetier restaurateur, il offre
l'apéro. Et on arrive comme ça à créer une vraie dynamique. Et donc le prochain, c'est le 7 juillet. Et on s'est engagé à le faire sur 1 an pour voir ensuite si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Le but, c'est pas de faire de l'animation pour faire de l'animation. Il faut qu'à un moment, ça soit rentable. Donc on se reposera la question au bout d'1 an, mais c'est pas en faisant 3 qu'on pourra juger de l'intérêt ou pas. En tout cas, il y a un vrai engouement sur cette opération, a priori, sur notamment les réseaux sociaux, et puis sur le premier jeudi qui a été plutôt satisfaisant. Et puis ensuite, il faut faire savoir, effectivement, pour repositionner un moment sa ville sur les salons, sur des interventions comme ici, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la page Mulhouse Ambiance Shopping, lancée il y a 4 ans maintenant, réunit plus de 10 000 personnes qui suivent. Et aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir réussi à construire une vraie communauté. C'est-à-dire qu'on est dans une ville à Mulhouse où le Mulhousien n'est pas forcément hyper fier de sa ville, hyper chauvin, a tendance plutôt à dire qu'à Colmar, qu'à Strasbourg, qu'à Bâle, qu'à Fribourg, en Allemagne, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on a réussi, grâce à cette page, grâce au discours, aux propos, à être dans la réponse systématiquement, à amener le public mulhousien, les clients mulhousiens, que j'associe aussi très régulièrement à des ateliers du commerce. Chaque mois, on se rencontre de 8h30 à 10h, le premier mardi du mois, avec les commerçants, les clients. C'est ouvert à tous, sur le commerce, sur ce qu'on souhaite pour Mulhouse. Et aujourd'hui, quand on publie quelque chose sur cette page Facebook, c'est très vite relayé, beaucoup de partages, des centaines de partages. On parle souvent des likes, mais les partages sont encore plus importants. Parce que c'est vraiment on s'approprie un moment une information et on la partage sur son mur et on la partage avec son réseau. Le like, ça reste finalement sur la page elle-même. Donc on a aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller sur la page, de voir un peu le type de commentaires que l'on a avec des consommateurs, des clients mulhousiens aujourd'hui qui prennent, aujourd'hui je l'aurais casé un certain nombre de fois, je pense dans mon intervention, qui prennent vraiment position pour défendre, pour répondre parfois. De temps en temps, j'ai plus besoin de répondre aux critiques ou aux attaques. Ils le font par eux-mêmes et c'est à ce moment-là que je considère que j'ai réussi ma mission. Bien sûr, aujourd'hui sur Facebook, l'importance du ton, l'importance des visuels, l'importance de répondre à tout, l'importance de liker quand il y a des commentaires qui vont dans le bon sens, de vraiment créer cette communauté, ce groupe de clients, de commerçants qui ont compris que c'est un outil aussi au service à un moment du territoire, de ce qui s'y passe en réalité, d'où l'importance des visuels. Les visuels sont autant de preuves. On peut raconter ce qu'on veut à partir du moment où on communique. 354 ouvertures ces 5 dernières années, c'est plus d'une ouverture par semaine en moyenne. Donc on a de la matière, mais après il faut le démontrer, on va dire le communiquer, le relayer sur les réseaux sociaux, mais pas que. Là, on est, par exemple, alors ça n'empêche pas ensuite de relayer encore sur les réseaux sociaux, mais il faut être actif dans la vraie vie. Là, c'était une bâche, vous voyez en haut à gauche, donc c'était une bâche sur un des grands projets, c'était le futur H&M et Emma à côté, sur la rue numéro 1 du centre-ville. Et donc, on avait mis une bâche avec le nombre d'ouvertures. À l'époque, c'était 150 ouvertures de commerce, 8000 m² de trottoir. Et il y avait quelqu'un qui avait écrit « Et combien de fermés ?» J'ai répondu, j'ai été acheter un marqueur et j'ai répondu dans la rue, et ensuite j'ai repris en photo pour donner encore un peu plus d'importance à cette réponse, mais je peux vous assurer que les gens ont été lire, je voyais régulièrement en passant dans la rue, parce que c'est une bâche qui est restée un certain nombre de mois, et je voyais souvent les gens s'arrêter devant et aller voir, parce que quand il y a quelque chose qui a été écrit, que c'est plutôt, c'est pas un graffiti, les gens allaient lire, et donc du coup, et combien de fermés ? J'ai répondu à ce jour, 198 ouvertures, 86 fermetures, baisse de 30% des locaux vacants, et oui, Mulhouse bouge, Mulhouse avance. Voilà. Et après, on le relaie, et il faut garder aussi ce recul, ce détachement. C'est presque aussi de l'humour, même si les chiffres étaient à l'époque la réalité, et qu'aujourd'hui, on pourrait faire x2 sur les ouvertures. C'est de garder ce ton et d'être en permanence à la fois sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie aussi, sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on touche vraiment notre cible. On va dépasser justement par rapport à la périphérie, la région mulhousienne, je suis au bout, on va dépasser le Mulhouse intramuros aussi, avec une clientèle, on dit toujours les réseaux sociaux, c'est jeune, c'est pas notre public. Sur la page Mulhouse Ambiance Shopping, regardez, les 18-24-30 sont même pas les plus importants. On est sur 25-34 et 35-44. Et puis les jeunes, c'est important aussi dans la vie d'un centre-ville. Ce public-là, il est important dans l'image aussi qu'on se fait de sa propre ville.
Et malgré ça, hein, les 45-54, on est quand même encore à 7%, 35-44, 16%. Et on voit bien sur les villes qu'on n'est qu'à la moitié, puisqu'il y a 10 000 fans, on n'est à que 3 959 Mulhousiens. Tout le reste est ailleurs, en périphérie, donc ce qui est bien l'objectif de départ. Donc ça, c'est aussi un élément qui est intéressant. Et on a beaucoup de femmes, forcément. Hein, on a 77% qui sont des femmes fans de la page Mulhouse Ambiance Shopping. Voilà, je suis au bout de... Je ne sais pas si je suis à peu près dans le... Si, je suis pas trop mal. On est dans le planning à 2 minutes près, c'est bon, on a 2 minutes d'avance. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, messieurs. Bravo. Donc, je pense que tout le monde a compris l'intérêt d'animer et de manager un centre-ville. Voilà. Et ils sont complétés puisqu'on a brimé Aix sur certaines choses pour montrer les concepts. Toi, tu l'as développé de l'autre côté. Voilà des exemples complets. Voilà. Donc, messieurs, merci à nouveau.